Personnalités, entrepreneurs, coachs, experts, qui sont-ils réellement? Entre parcours, vécu, émotions, échecs, défis et gloire, il s'ouvre au fil de la conversation sur ABK Radio, l'instant d'une causerie inédite. Au fil de la conversation, les mystères du corps parlant avec Bébel Lagrande. Sur ABK Radio, tous les mardis et les mercredis entre 14h et 15h. Bienvenue au fil de la conversation, les amis. Merci de faire le choix toujours de la radio utile et agréable à 89.9 FM. Notre invité du jour est un ingénieur HSE, hygiène, sécurité, environnement, mais aussi un entrepreneur. Michael Nondon nous dira tout sur son univers, mais je vous promets, tout. Entre parcours, échecs, défis et gloire, il nous dira tout sur sa personne. Fidèlement accompagné à la technique par Suzanne Lipem. Au micro de présentation, je suis Bébel Lagrande. Retrouvons-nous juste derrière cette petite respiration musicale. De retour sur ce plateau, vous êtes sur les antennes de la radio utile et agréable, la 89.9 ABK. Nous sommes au fil de la conversation et je suis en compagnie de mon invité du jour, Michael Nondon, ingénieur HSE. Ingénieur HSE, hygiène, sécurité, environnement. Donc on va parler tout au long de cette émission de son univers. On espère en savoir plus. Qui est-il en réalité? Entrepreneur et sa casquette aussi. Donc on en discutera tout au long de cette émission. Bienvenue Michael sur les antennes d'ABK Radio. Merci, bonsoir Bébel, bonsoir à la régie technique. Bon, merci de nous accueillir cet après-midi à ABK Radio. Je suis Michael Nondon, formation ingénieur HSEQ, et la casquette que j'utilise sur cette antenne, c'est entrepreneur, promoteur de la société Donami Service, Cameroun et Afrique, pourquoi pas. Intéressant. Alors, comment était la journée déjà? Ma journée court encore. Je reçois des informations, des nouvelles, d'autres bonnes, d'autres pas très bonnes, et c'est le quotidien. J'ai juste écouté ma journée d'1h30 pour vous accorder cette plage horaire qui est un accompagnement pour moi et mon entreprise pour le déploiement des émissions d'ABK Radio. Oui. Et nous sommes en plein dans le bain de nos activités, et je pense que ce temps qu'on vous accorde permettra aux auditeurs et à ceux qui s'intéressent à ce que nous faisons d'apprendre quelque chose de plus au cours de cette journée, et nous sommes là pour ça. Je n'ai pas demandé, j'aurais dû commencer par là. Au thé, café, un peu de vin ou du whisky? Non. Pendant qu'on travaille, il faut avoir les méninges assez solides, il faut être lucide. Une bouteille d'eau me suffira. Ah d'accord, mais de temps à autre, un peu de vin quand même. Oui, pourquoi pas. Les soirées bien arrosées, tout le monde en a besoin. Parfois en amis, parfois en famille, mais la récurrence n'est pas assez pertinente. Donc je crois une fois par semaine, pourquoi pas. Alors Michael Nondon, vous êtes ingénieur HSE. C'est quoi déjà être un ingénieur HSE? Bon, un ingénieur HSE, pour moi, un ingénieur, c'est celui-là qui trouve des solutions aux problèmes existentiels. J'ai une formation master en chimie. J'ai viré pour faire le HSE, qui est la sécurité industrielle, à la faculté de génie industriel de Douala à l'époque, qui est devenue École nationale supérieure polytechnique de Douala. Un ingénieur HSE, c'est celui-là qui propose des solutions aux problèmes existentiels sur tout risque et tout incident qui pourrait survenir sur un site de travail ou alors dans un environnement de travail. Donc ça, c'est une casquette, je vais dire ça comment, académique. Mais après, en dehors de cette casquette académique, j'ai viré pour l'entrepreneuriat au Cameroun, qui m'a ouvert les portes, et plusieurs autres potentialités et activités que nous avons apprises sur le terrain, qui nous permettent de partager aujourd'hui nos expériences. Alors, être ingénieur HSE, vous l'avez dit, c'est, si je comprends bien, un peu veiller au respect des normes et des réglementations d'hygiène, oui, c'est ça, oui, de sécurité et d'environnement d'une entreprise. Oui. Alors, comment ça se passe au quotidien?
Alors, un HSE, c'est celui-là qui est l'accord de la direction déjà, parce que c'est un domaine qui n'est pas encore très bien accepté dans notre contexte économique et professionnel. Oui. Je constate avec beaucoup d'appréciation que beaucoup d'entreprises et PME camerounaises essayent d'intégrer cet aspect dans leur entreprise, parce qu'on néglige beaucoup plus l'aspect coût de don qualité, qui n'est pas perceptible à l'œil nu comme un comptable qui fait un écart de 100 000 francs qu'on peut directement voir dans un tableau Excel l'écart. Or, le coût de non-qualité, ça va au niveau des comportements de la direction. Je prends un exemple simple ici à Beka Radio. On dit, bon voilà, un HSE va nous servir à quoi? Mais lorsqu'il y aura un incident ou un départ d'incendie, on ne saura pas qui est responsable de manager les équipes pour qu'ils se comportent bien face à l'incident. On ne saura pas ce qu'il faut faire. Donc quand on entre dans un contexte entreprise, il faut un peu sortir des esprits des domiciles. C'est-à-dire quand il y a un incident, on appelle papa, mais en entreprise, quand il y a un incident, on appelle le HSE. Vous parliez tout à l'heure vous êtes entrepreneur. Alors comment tout commence? Comment tout a commencé? Alors tout commence en 2015-2016 lorsque je finis... Avant d'aller, on dira quand même c'est quoi être un entrepreneur, s'il vous plaît. Un entrepreneur, c'est celui-là qui apporte des solutions à la société et à son environnement. Et ces solutions qu'ils apportent doivent être sur le plan technique, sur le plan technique des services qu'on propose ou d'un produit qu'on développe pour mettre à la disposition des domiciles, des particuliers et des entreprises. Donc la solution qu'on apporte pour un besoin existentiel, comme je l'ai dit. Donc après, l'entrepreneuriat dépend aussi de plusieurs contextes, le domaine dans lequel vous vous lancez, la vision que vous avez, l'aspiration, le problème que vous voulez résoudre. Est-ce que ce besoin sera existentiel sur 10, 15 ans? Si vous avez la réponse oui, alors je pense que vous êtes un entrepreneur et vous êtes censé apporter une solution à ce problème qui existe et qui existera toujours. Et chez vous, comment tout commence? Alors, le besoin, moi je fais dans le nettoyage industriel. Donami, c'est une entreprise spécialisée dans le domaine industriel et l'assainissement. D'accord, pour moi, la réponse basique que je me suis posée quand je me lançais, je me suis dit, la saleté ou alors la crasse, elle existe toujours. Peu importe ce qu'on fait, un jour après l'autre, elle existera toujours. C'est un peu comme le besoin de l'éducation, le besoin à la propreté, le besoin à l'étanchéité de la soif. Ça existera toujours. Donc ceux qui s'investissent dans ces différents domaines-là auront toujours quelque chose à proposer. Est-ce que plus jeune, vous voyez quand même dans cette voie-là? Oui, aujourd'hui, je vais dire oui, honnêtement. Je vais dire oui, peut-être, je ne savais pas vraiment. Il n'y avait personne pour définir cette voie qui était la mienne. Moi, tout petit, j'ai voulu être ingénieur. Et Dieu merci, par la grâce de Dieu, j'ai réalisé ce rêve qui m'était cher. Mais à côté de mon besoin, ou mon désir d'être ingénieur, j'aimais naturellement la propreté. Ma grande sœur, que je salue ici à l'antenne, Yolande Djongo, qui me disait Michael, il faut que c'est toi qui vas t'occuper du sol. Moi, je ne trouvais pas ça un problème, parce que je savais que lorsque je vais bien laver le sol, je vais laver les vitres à la maison, maman sera contente, mon plat et ma tête de macaron ne souffrira de rien. Donc je le faisais humblement, je le faisais naturellement, j'aimais tout ce qui est propre. Et là, j'ai entretenu une passion indirecte pour la propreté. Oui. Et je n'imaginais pas qu'un jour, je devais être à la tête d'une entreprise comme celle-ci. Mais étant étudiant déjà, quand mes draps sont propres, quand ma chambre est propre, vraiment, je suis très à l'aise. Bon, moi, j'ai développé cette culture-là et j'ai développé aussi la culture de ne pas me sentir à l'aise, d'être dans un environnement qui n'est pas assez hygiénique. Donc quand j'entre dans un environnement qui n'est pas assez propre, vraiment, j'ai vraiment les poils qui se dressent sur le corps et je ne reste pas longtemps dans cet environnement. C'est ça qui m'a permis de dire, bon voilà, on peut pousser les gens à assainir leurs espaces. Peut-être ils ne savent pas comment est-ce que ça se passe. Voilà un peu le besoin, comment est-ce que le besoin est né. Voilà un peu comment l'idée de business est née et où nous en sommes aujourd'hui. Alors vous évoquez votre enfance, propreté à la maison, etc. Dans quel environnement vous grandissez? Un environnement assez modeste. Oui. Je suis issu des parents camerounais, maman ménagère, papa feu monsieur Nandon Gabriel, enseignant. Donc l'environnement dans lequel nous vivions, autant pour moi, était assez modeste et où chacun devait vaquer à ses occupations, être assidu à l'école pour apporter des bons résultats.
tel était l'environnement où j'ai été éduqué. Et aujourd'hui, vous, en tant que papa, Ce que je peux apporter aujourd'hui en tant que papa, c'est merci déjà à mes géniteurs de m'avoir éduqué comme ils l'ont fait. Aujourd'hui, je vais juste transmettre le bâton de commandement, transmettre la responsabilité à mes tout jeunes, à mes petits-enfants quand ils sont encore à l'école, pour leur dire le résultat aujourd'hui, je ne les demanderai plus. Aujourd'hui, avec la pléthore d'informations que nous avons, je ne leur demanderai plus d'être assez excellents, d'être moyens dans tout ce qu'ils font et être constants. Parce que l'éducation aujourd'hui, je vois souvent certains parents, ils veulent pousser l'enfant à être excellent. Aujourd'hui, je ne demande pas à ce que chacun soit excellent. Je demande à ce que chacun soit moyen et constant. Parce que la vie n'a pas besoin de ceux qui sont excellents. La vie a besoin dans la société, on a besoin des gars qui sont moyens et qui sont constants et disciplinés dans ce qu'ils font. Là, on est sûr d'avoir le résultat. Mais si tu es excellent, on ne te donne pas les tenants et les aboutissants. Un jour, tu seras en bas de l'échelle. Et ces mêmes personnes qui ont toujours voulu que tu sois excellent ne vont pas te prendre quand il y aura une possibilité. Merci beaucoup. Ça me rappelle d'ailleurs mon boss qui disait hier en réunion, il faut toujours faire mieux. Oui. Il faut pas faire bien, mais il faut faire mieux. Oui. Toujours et toujours. Alors, on revient un peu à l'entrepreneuriat qui désigne l'action d'entreprendre, de mener à bien un projet, souvent utilisé dans le secteur des affaires. C'est un terme qui signifie créer une activité économique. Alors, est-ce qu'il faut forcément commencer avec de l'argent? Cette question est un peu ambiguë pour moi parce que je vais répondre selon deux volets. D'accord. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est pas l'argent. L'entrepreneuriat, c'est la passion que vous avez, c'est le problème que vous voulez résoudre. Je prends un exemple. Quelqu'un qui veut commencer une entreprise, comment on appelle, les commissionnaires de commission, c'est-à-dire les coursiers. Oui. Est-ce qu'il a besoin d'argent? Il arrive ici, il dit, bon, Madame Bébel, vous finissez l'émission à 16h, je peux vous déposer un colis, je dis n'importe quoi, à Main Travel pour Yaoundé, ma commission c'est 500 francs. Vous allez le lui remettre. Il va directement investir son temps et son énergie pour déposer le colis et gagner 500 francs. Là, il n'a pas eu besoin d'argent. Mais ça dépend de la vision. Lorsqu'un entrepreneur commence un projet, ça dépend de la vision qu'il a pour le dit projet. Vous voyez, le coursier n'a pas besoin de mettre 10 000 francs pour que vous venez lui proposer une commission sur une course qu'il doit réaliser. C'est tout de même, l'entrepreneur, en fonction de sa vision, a besoin d'argent. Je veux dire, l'argent ici, c'est l'énergie, c'est l'essence même d'une entreprise. J'aimerais que dans la définition que vous venez de donner, on contextualise entrepreneuriat en fonction du pays où nous sommes. Le Cameroun est une exclusivité planétaire. Il y a des gens qui vont dire, bon voilà, avec 0 franc, on crée une entreprise, mais désolé, on ne peut rien créer avec 0 franc. On a seulement la passion, la vision et la discipline de bien faire ce qu'on propose aux gens. Mais comment ça, on ne peut rien créer avec 0 franc? Moi, j'ai vu des personnes nous dire, des coachs nous dire que tout part de l'idée, tout part d'une idée, vous développez une idée et puis au quotidien, après, vient l'argent. Est-ce que ça ne commence pas souvent par une idée? Justement, j'ai dit l'idée. Oui. L'idée, c'est le besoin. Quand tu déniches l'idée, ça dit tu adaptes ton idée à un besoin bien précis. C'est-à-dire, lorsque c'est déjà fait, what is the next step? Yes. Tu vas pas avoir une idée, la garder dans ton placard. Tu vas faire un business plan, tu vas télécharger en ligne et tout. Mais pour commencer, il faut quelque chose. Tu vas aller voir un oncle, il va dire, bon voilà, c'est un très bon projet, mais il n'est pas prêt à mettre de l'argent dans ce que tu proposes. Donc c'est là, il faut déjà les moyens personnels. Moi, quand j'ai commencé, j'étais à Total Énergie. S'il faut préciser, j'étais à Total. Moi, j'ai démissionné parce qu'il fallait déjà mettre les économies que j'ai eu à amasser dans mon projet. Oui. Je n'ai pas commencé Donami aujourd'hui parce que je suis allé au port de Douala, j'ai attendu les conteneurs, on a ouvert un matériel est sorti, j'ai dit je veux ça. Il fallait commander, il fallait prendre un risque, il fallait se sacrifier. C'est ça qui coûte de l'argent. Mais on ne peut pas énumérer le montant exact. Si vous dites, bon voilà, tu veux lancer un projet pour fabriquer cette bouteille, qu'est-ce qu'il te faut? L'entrepreneur ne peut pas te dire. Il va te dire, je sais que ça va marcher, mais je ne sais pas comment. Donc aujourd'hui, l'argent arrive en second plan. Le plus important, c'est l'idée, c'est la solution, c'est la vision que tu te donnes et l'argent vient après. Avez-vous eu des appréhensions au début? Est-ce qu'il y a quand même eu des peurs avant? Non, on a peur. Même présentement, j'ai peur. J'ai peur de ne pas réaliser ce que j'ai dans la tête. J'ai peur que
les objectifs qu'on s'est fixés en début d'année ne puissent pas être réalisables. J'ai bien peur, on a peur chaque jour, mais le plus important c'est de transpercer et de traverser ces peurs-là pour réaliser ce qu'on veut. On a peur chaque jour, bébé. Un jeune, à mon âge, j'avais 22 ans, 23 ans, prendre 1,8 million, envoyer un ami en Chine pour qu'il t'achète un matériel, c'est pas évident. C'est vrai. C'est-à-dire, c'est de lancer la dernière chance qu'on a au travers d'une colline. Surtout lorsqu'on sait que si on a 10 000 et qu'on sait qu'on a remis 10 000 à quelqu'un, on n'arrive pas à dormir. On n'arrive pas à dormir. Okay, imaginez un peu un montant. Justement, j'ai dit, bon voilà, je ne perds rien, je vais essayer. Je l'ai fait. Mine de rien, c'était un ami très, très, très loyal et très honnête, et on a cheminé ensemble. Il m'a dit, bon voilà, je t'apporte ton matériel. J'ai commencé avec. Donc s'il fallait attendre l'argent de quelqu'un, je n'aurais jamais fait. Alors, Michael, est-ce que vous recommandez à toutes ces personnes qui veulent se lancer de d'abord faire leur bout de chemin avant de penser à être à leur propre compte, ou il y a quand même des exceptions, des personnes qui arrivent sur le marché, qui se positionnent alors qu'ils n'ont jamais été salariés? Ce que je préconise, ce que je vais dire, l'entrepreneuriat est très dangereux. Oui. L'entrepreneuriat au Cameroun, c'est dangereux. Honnêtement, il y a des prédispositions psychologique qu'il faut avoir, c'est que vous serez détruit même par vos proches. C'est très dangereux parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de faire 5 ans d'entreprise pour venir se lancer à son propre compte. Vous pouvez commencer même maintenant. Tout dépend du mindset et de la capacité psychologique que vous avez à traverser les situations, parce que vous allez recevoir un coup dans le dos. Le plus dur ne sera pas le coup que vous avez reçu dans le dos, c'est quand vous allez vous tourner pour voir qui est-ce qui a planté le couteau dans le dos, qui sera assez démoralisant pour vous. Et si vous n'avez pas un état d'esprit assez fort, vous ne vous lèverez pas. Donc aujourd'hui, je ne conseillerais pas de se lancer dans l'entrepreneuriat par mimétisme. Parce que oui, X s'est lancé, oui, tel c'est un milliardaire, oui, c'est un milliardaire. Ce qu'on ne dit pas, c'est quels sont les business angels, quelles sont les opportunités qu'il a rencontrées. Vous n'allez pas venir vous lancer parce que X s'est lancé. Vous allez déjà avoir vos prédispositions à vous. Ce que je dis à mes frères qui sont dans les entreprises et qui veulent se lancer, les gens que vous connaissez ne sont pas vos clients. Les gens que vous connaissez ne sont pas vos clients. Ne faites pas parce que vous êtes marié, vous avez fait un mariage de 600 places, et que quand vous allez lancer votre business, les 600 personnes que vous avez invitées à votre mariage seront vos clients. Je vous déconseille déjà. Commencez à zéro, comme si vous ne connaissez personne. Là, vous serez moins déçus. Parce que si vous dites, j'ai la carte de tel directeur, j'ai la carte de X, j'ai la carte de Y, vous commencez à les envoyer des informations concernant votre business que vous avez lancé, vous serez surpris de leur réaction. Est-ce que le portefeuille ne compte pas? Le portefeuille compte, je suis très d'accord. J'ai dit, ne les comptez pas déjà comme vos clients, vous serez déçus de leur réaction. D'accord. Parce que le portefeuille est là, et avoir un client, c'est une autre chose. Donc vous pouvez, je peux t'envoyer des messages de prospection. Oui. Tu vas lire et passer. Tu vas dire, ah, celui-ci, il n'est plus peut-être, je dis n'importe quoi, Access Bank. Ok, ça veut dire que je n'ai plus besoin de lui. C'est maintenant lui qui a besoin de moi. L'épée a changé d'épaule et ça sera très difficile dès un départ. D'accord. Donc il faut bien caractériser votre besoin. Ça veut dire, si ce n'est pas votre connaissance qui a besoin de vous, un inconnu peut avoir besoin de vous. Et votre connaissance vous contactera lorsqu'il sera sûr que vous avez bien fait chez la personne X, inconnue. Donc il faut bien caractériser. C'est là où on revient sur le besoin. Résolvez un problème. Résolvez un problème existentiel. On revient à cette définition parce que si vous ne résolvez pas un problème, je suis désolé, on va se passer de vous et l'innovation est très très rapide et on va vous oublier. Alors, vous parlez d'innovation, mais quand on parle d'innovation, on parle aussi de formation permanente. Est-ce que ça signifie qu'un vrai entrepreneur doit toujours se former? Oui, un entrepreneur doit se réinventer au quotidien. C'est que tu ne peux pas, Bébel. Aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé. Je passais là, il n'y a pas plus tard que dimanche, avant-hier. J'ai constaté une entreprise, j'ai vu une entreprise à la station Neptune, Bonamoussadi, qui utilisait les pêches comme moi. Donami est la première entreprise qui a utilisé les pêches télescopiques au Cameroun, à Douala et à Yaoundé. Et en Afrique même, nous utilisons les pêches télescopiques. Il y a des entreprises qui copient, qui essayent de s'arrimer à notre technologie qu'on a importée. Maintenant, je ne veux pas me lamenter et dire il m'a triché. Non, je vais innover. Je suis obligé de passer à une autre étape
pour pouvoir se réinventer à tout moment. Quand ils vont arriver où nous sommes aujourd'hui, nous aurons déjà débloqué, comme on dit, un autre niveau. Aujourd'hui, je prends par exemple, nous avons développé une solution innovante qui est le nettoyage des panneaux solaires avec robot intelligence artificielle. On ne le fait pas encore en Afrique. On ne le fait pas encore en Afrique. Je ne vais pas rester au niveau des pêches quand on dit non, on m'a copié. Donc l'entrepreneur doit se réinventer au quotidien. Parce que si on ne se réinvente pas, après, vous avez vu la mort des cybercafés, vous avez vu la mort des photocopies et des scanners dans les cybercafés qui coûtaient très cher. Aujourd'hui, avec un téléphone, comme scanner, tu scannes un document, tu envoies et c'est crédible. Donc, se réinventer est primordial pour tout entrepreneur qui veut exister encore sur le marché. Se réinventer, primordial. Alors, mais comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber dans une sorte de restaurant qui fait tous les plats? C'est-à-dire qu'on est entrepreneur, on a fait des formations et à un moment on tombe dans le piège de pouvoir tout faire. Lorsqu'on est entrepreneur, on peut faire la même chose que les autres, mais on peut la faire différemment. Vous pouvez créer un restaurant qui ait le besoin ça veut dire quoi, d'éradiquer la famine dans une zone. Vous faites un restaurant. Comment est-ce que vous le faites? C'est le dynamisme de l'entrepreneur, l'humilité de l'entrepreneur qui ramène des gens vers lui pour apprécier ses plats. Je ne veux pas dire aujourd'hui, on n'achète pas parce qu'il y a une plaque qui est affichée. On achète parce qu'il y a quelqu'un qui fait des promotions. On ressent une appartenance à la marque. Oui, justement. On n'achète plus aujourd'hui parce que c'est X. On achète parce qu'on connaît la personne qui est derrière. Aujourd'hui, si Michael n'entre, je ne suis plus là, je suis plus sûr que Donami sera ce qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui commandent parce qu'ils connaissent que c'est Michael qui est la société. Aujourd'hui, si je mets un nouveau directeur général, il faut qu'on soit à un niveau très exponentiel pour dire, bon voilà, je suis PDG, je laisse un directeur pour manager, mais il faut que je sois toujours en avant-garde pour dire, c'est moi qui vous a prospecté, qui a donné la crédibilité. Mais est-ce que là ne se situe pas tout le challenge, c'est-à-dire de pouvoir créer justement cette atmosphère-là, c'est-à-dire après votre départ, ça peut être pour une autre entreprise, mais que l'esprit reste, de sorte à ce que chaque client se sente proche de la marque plutôt que de la personne. Exactement, c'est pas une personne, c'est la marque qu'on crée. Avant que l'entreprise devienne une marque ou le service devienne une marque, il y a la personne qui doit entretenir cette transition-là. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, si je suis pas là, moi je travaille pas chez les clients, mais lorsqu'un client reçoit mes gars, il m'appelle pour me dire, j'ai reçu tes gars, ils ont très bien travaillé, merci. Oui. Ce retour d'information, ce retour client-là me permet de mieux corriger ce qui n'a pas marché et améliorer ce qui marche déjà. Donc je ne vais pas dire aujourd'hui que je suis au centre d'intérêt. Aujourd'hui, je suis à la radio, mais les gars sont en train de travailler. Mais quand je vais sortir là, je vais voir 2-3 messages pour dire, bon Michael, voilà, c'est bon, tes gars sont venus chez moi, je ne savais même pas que c'était mes gars et tout. Donc ça me permet de comprendre qu'il y a des gens qui vont renforcer la confiance parce qu'ils ont constaté que oui, ils ne parlent pas seulement sur les réseaux sociaux, sur le terrain, ils essayent de prouver qu'ils peuvent le faire. Donc aujourd'hui, il faut qu'on catégorise au moins l'entrepreneur. L'entrepreneur au Cameroun, c'est 20 ans, bébé. C'est pas 3 ans, c'est pas 6 ans. Quand je parle de vision, vous devez avoir une vision projetée sur 20 ans. Et ces 20 ans sont divisés en 4 parties. Oui. La première partie, c'est la révélation. Tu ouvres l'entreprise, tu fais tes échecs. Tu fais tes prospections, tu bavardes sur les réseaux, tu dis ce que tu peux faire. Beaucoup de gens ont besoin de ton service, mais on ne t'appelle pas encore, on t'observe. Première phase qui dure 5 ans, c'est la révélation. La révélation, c'est 5 ans. Si vous fermez pendant votre phase de révélation, c'est que votre projet n'était pas assez consistant et le besoin n'était pas assez existentiel. Deuxième phase, c'est la confirmation. Vous devez confirmer ce que vous avez dit pendant 5 années. Ça veut dire, vous allez dire, bon voilà, je peux faire la restauration pour tout Douala, je peux préparer pour 1000 personnes. On va dire, ok, voilà, il y a un match de football au stade Bonamou Sardi, il faut 5000 plats. Vous avez bavardé que vous faites la restauration. Est-ce que vous pouvez satisfaire les 5000 personnes? Si vous parvenez à satisfaire les 5000 personnes, c'est que vous êtes en train de passer un autre cap de la confirmation. Et vous allez faire ça pendant 5 ans. C'est la deuxième phase. La troisième phase, c'est la consécration. La consécration, c'est la phase où l'entrepreneur vole déjà de ses propres ailes et il est sollicité avant même que le projet soit établi. Je prends un exemple. Vous avez aujourd'hui, il y a une salle de fête à Bonamou Sadi, pour ne pas citer, Rena Soir le Pouquet.
On dit pour garantir une salle de fête, il faut 1 an à l'avance. Ils sont déjà à leur phase de consécration, c'est-à-dire on vous sollicite avant même que le besoin ne soit implémenté. Ça veut dire, on vous dit, bon voilà, on a un projet en 2026 pour le stade de Japoma où on va recevoir peut-être une congrégation religieuse, il faut des plats à emporter, il faut des gamelles pour 20 000 personnes. Vous avez déjà préparé ça dans vos budgets et on vous donne déjà de l'argent pour vous préparer. Quand une entreprise est à ce niveau, elle vole déjà de ses propres ailes. Ça, c'est la consécration. Ça, c'est la 3e étape. On est à 15 ans d'expérience ou d'existence. La dernière phase qui est aux 5 ans, c'est la transversalité. La transversalité, c'est l'étape où vous êtes autonome. Vos gamelles, vous les fabriquez. Soit vous les fabriquez vous-même, soit vous les importez vous-même, soit vous les confectionnez vous-même. Vous avez réduit de 80% vos fournisseurs. Oui. Parce que pour satisfaire 20 000 personnes, et un fournisseur qui va se remplir les poches derrière, qui est celui chez qui on achète des gamelles, chez qui on achète peut-être les mouchoirs, celui chez qui peut-être on gère la logistique pour transporter, vous devenez vous-même votre propre fournisseur. Là, c'est la transversalité, c'est là où on devient vraiment riche. Je parle du cas du Cameroun, hein. On devient vraiment riche après 20 ans. Donc si après 20 ans, et que vous n'avez pas respecté cette étape-là, vous n'êtes pas rentable. Donc voilà un peu la vision sur 20 ans selon laquelle un entrepreneur doit se définir et doit mettre les jalons de son évolution step by step pour pouvoir atteindre l'objectif qui s'est fixé, être autonome financièrement et être libre de réaliser tout type de service ou de prestations qu'on pourra solliciter. Alors, vous divisez bien ces différentes étapes de l'entrepreneuriat. Vous allez nous les rappeler. Vous avez parlé de la révélation, la confirmation, la confirmation, la consécration et la transversalité. Oui. D'accord. Alors, lorsqu'on est entrepreneur, on se dit, voilà, on a notre projet, on va créer, je dis n'importe quoi, on va mettre sur le marché des bonbons, on lance notre projet. Quel est le plus difficile? Est-ce que le plus difficile, sur le coup, on doit se dire, est-ce que le plus difficile, c'est de lancer plusieurs bonbons, ou alors le plus difficile, c'est de se montrer plus stratégique, lancer peu de bonbons en se disant, en fonction de la demande, on produira plus, ou alors on se lance comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, le plus dur dans l'entrepreneuriat, c'est que quand les gens se lancent, ils veulent être parfaits à la première lancée. Oui. L'entrepreneuriat, c'est comme une école. On commence à la maternelle, on n'est pas parfait. On veut être tout doit être bien au départ et on néglige les voyants à faible intensité. Parce qu'on a vu des entreprises qui ont pris le volet après qui ont disparu. Justement, parce qu'ils n'ont pas su capitaliser, ils n'ont pas su gérer la tendance. Pourtant, ils se sont fait beaucoup d'argent. Je prends un exemple, Bébel. Tu fais une ligne de vêtements pour hommes. Tu es dans ta petite pièce à Bonabéry, tu fais 4, 5, 10 vêtements et tu vas dans un événement, tu rencontres Samuel Eto'o. Tu dis, bon voilà, j'ai vu Samuel Eto'o, pourquoi pas, je vais lui parler de ma marque pour qu'il puisse porter pour une publicité. Samuel Eto'o fait ta publicité, tu vas fermer, bébé, tu ne peux pas gérer la demande. Il y a des gens qui se précipitent vite, ils ne construisent pas la fondation de l'entreprise. Je ne peux pas vous dire de ne pas faire 10 bonbons ou alors 20 qualités de bonbons. Faites l'erreur humaine, vous allez échouer, vous allez recommencer, vous allez revenir à la case départ, vous allez corriger vous-même ce qui ne marche pas. Parce qu'on ne peut pas vous dire ce que vous deviez faire. Oui. Soit vous commencez avec une seule marque, soit vous commencez avec 10 marques, ça sera le même principe. Il faut déjà catégoriser votre révélation. Vous avez 5 ans pour pouvoir trouver toutes les erreurs qui concourent votre projet. Donc si vous voyez, je dis n'importe quoi, vous voyez une star qui passe, vous dites bon voilà, je vais lui proposer mon vêtement, je vais lui offrir ça gratuitement, il va faire ma publicité. Il fait votre publicité, vous fermez le mois qui suit. Parce que sur les réseaux sociaux, on va dire mais Samuel, tu as fait la publicité de la jeune là, mais on commande, elle ne parvient pas à livrer. Ah oui. Parce que vous n'êtes pas préparé. Vous ne pouvez pas faire 10 000 exemplaires. Et on va vous appeler au Sénégal, partout, parce que les réseaux sociaux, c'est un effet de levier très puissant. Ah oui. Tu vas penser que c'est juste les Camerounais qui ont vu la vidéo, mais on a vu ça au Tchad, on a vu ça au Niger, on a vu ça au Burkina Faso. Tu ne peux pas livrer. Bébé, tu vas aller dire, bon voilà, je vais expédier un article peut-être au Sénégal, on va dire, bon voilà, tu vas payer 40 000. L'article même coûte combien? Vous ne pouvez pas. Donc, il faut essayer de mieux contextualiser, de mieux organiser. Il y a des publicités qu'on m'appelle pour la télé, je dis non.
je ne suis pas encore préparé. Parce que quand on va appeler, est-ce que vous faites acribi? J'ai ma maison à Gawaboulaye qu'il faut nettoyer, je paye le prix. Je ne veux pas délocaliser toutes mes équipes parce que je veux satisfaire un client sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas préparé le coût logistique. À un moment donné, je ne veux pas pouvoir servir les 20% des clients qui font 80% de mon chiffre d'affaires. Parce que ces clients qui appellent de tout part ne sont pas les clients maison, ce sont des clients, on appelle ça comment? Les clients, il y a un terme, vraiment, ceux qui se rappellent peuvent m'aider. Il y a un peu comme je vais ça comment, les clients où c'est l'achalandage, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais il y a des clients qui viennent juste pour la circonstance. Après, ils ne vous contactent plus. Vous allez vous mobiliser pour ce type de clients. Oui, ils sont ponctuels. Vous allez vous mobiliser pour ce type de clients. Après, ceux qui vous ont donné un contrat, qui sont avec vous depuis, vont vous lâcher parce qu'ils vont dire, bon, vous n'avez plus le temps pour nous. Vous voyez, vous perdez un abscisse, vous perdez un ordonné. Il faut se préparer pour faire un certain type de communication. Ces entreprises que vous voyez, 3 ans, ils ferment parce qu'ils vont vite en besoin. Ils se lancent dans le moule. Ils disent, bon voilà, on va passer à Beka Radio, on va passer à Balafon, on va passer à Suite FM. Il y a les coûts de communication. Il faut faire ses classes. Il y a les coûts de communication que vous ne budgétisez pas. Le boss, comme il veut qu'on parle de son entreprise, dès qu'il a un peu 20 000 dans la poche, 200 000, ok, va, tu passes à Balafon demain. Toi, va. C'est pas budgétisé. Après, maintenant, quand il y a les rentrées, il veut couvrir le déficit. Pourtant, ça doit couvrir les charges fixes de l'entreprise. Et on ne peut pas s'en sortir quand on va diamétralement opposé en fonction des besoins qui ont été préétablis. Donc, pour un début, faites vos classes, lancez-vous, investissez la somme que vous pouvez perdre parce que après tout compte fait, c'est vous qui allez gagner ou c'est vous qui allez perdre. À vous entendre, Michael, j'ai envie de dire que finalement l'entrepreneuriat est fait de mots peut-être, mais ça fait peur, hein? Et c'est très dangereux parce que aujourd'hui, un homme qui a réussi dans la société se caractérise par une bonne école de formation, un bon boulot, un bon salaire, une voiture, une maison. Après, quand ils ont réalisé tout ça, ils voient, ils ont à peine 40 ans, ils ont tout ça. Ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Plusieurs sont là dans les entreprises qui me disent, Mike, je veux me lancer, il faut que je vienne te voir. Je ne peux pas te conseiller de te lancer. Ça dépend de ta prédisposition psychique, psychologique. Tu es un père de famille, tu veux démissionner. Je ne vais pas te conseiller de démissionner. Moi, quand je démissionnais, j'étais seul, je n'étais pas marié, j'avais mon premier fils, mais la charge était gérable. Mais tu vas démissionner, l'enfant à l'école, les enfants sont à l'étranger. Ils fréquentent à Russian, ils sont à Savio parce que tu as un beau boulot. Tu vas démissionner. L'enfant voit Canal Sat chaque jour à la maison. Un jour, on va lui dire, papa n'a pas pu payer Canal Sat qui coûte 10 000 francs. Vous connaissez le trouble psychologique que l'enfant peut avoir parce que vous avez voulu vous lancer. On ne se lance pas par effet de mode. C'est pas par mimétisme. Lancez-vous parce que vous voulez résoudre un problème et que vous avez pris au moins les réserves financières au moins de 3 ans, s'il faut le dire, mis de côté, en dehors de ce que vous allez investir. Parce que c'est très très dangereux, je le dis aujourd'hui. C'est pas à 40 ans que vous allez vous lancer. À 40 ans, vous pouvez être consultant quelque part et continuer à garder votre boulot. Si vous lâchez tout pour vous concentrer dans l'entrepreneuriat, vraiment, je ne veux pas vous surprendre, vous allez vraiment être surpris. Vous allez vraiment être surpris parce qu'il y a des gens qui embrassent certaines opportunités sans réfléchir. Je dis n'importe quoi. Il a un beau boulot, il dit, bon voilà, j'ai les marchés publics, je vais lancer 2-3 entreprises à la fois. Il s'est dit, non, voilà, les marchés publics, c'est une aubaine. Il laisse son boulot pour aller se lancer. Après, les marchés publics qui sont payés après 3 ans. Vous allez gérer les charges fixes comment? Vous ne vous en sortirez pas, bébé. Ce n'est pas le jeu. L'entrepreneuriat, c'est comme une école. Aujourd'hui, dans le domaine que je fais, j'ai vu des gens avoir un bac plus 4, bac plus 5 en hygiène et propreté. Dans les pays occidentaux, France, Belgique, Luxembourg, tu vois des gens qui font ça depuis le bac. Nous, on se lève, là, on lance une entreprise. Dès que ça marche un peu, on dit, bon, voilà, on va faire de l'argent. Il y a des gens qui c'est leur métier. Donc, apprenez à approfondir ce dans lequel vous voulez, le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. C'est pas parce que il y a M. Kamdem qui fait venir les voitures de la Belgique, il s'en sort, il est riche. Il ne te dit pas vraiment la source de son financement. Il ne te dit pas vraiment les déboires qu'il rencontre. Toi, tu vas te lancer juste parce que tu veux imiter quelqu'un. Après, bonjour, les pleurs, les plaintes, les avis de recherche et tout. Pourtant, tu étais très bien dans ton boulot. Donc, en entrepreneuriat, il faut se préparer. Il faut avoir la solution à un besoin existentiel. Je le dis encore, qu'ils retiennent ça. Si maintenant vous avez la solution, c'est là où commence l'idée d'entreprendre.
Dès que le besoin est défini, la solution est définie, commencez à la proposer au fur et à mesure et faites vos classes. Alors ça signifie aussi que l'entrepreneuriat finalement n'est pas fait pour tout le monde. Non, c'est pas fait pour tout le monde. J'ai parlé ici d'un mindset très solide. Je prends un exemple. Avant d'entrer ici, j'ai un dossier bancaire que j'attends depuis 3 mois. Oui. J'ai déjà fait toutes les planifications. On me dit, bon voilà, monsieur, voilà, c'est plus possible parce qu'il y a X ou Y qui manque. Quelqu'un d'émotionnellement, avec un quotient émotionnel assez faible, n'aurait pas pu tenir cette émission. Il avait dit, bébé, vraiment, j'ai eu une nouvelle là qui me tracasse, voilà, il faut que je parte. Je viens faire ce que j'ai à faire et après on va trouver une solution à ça plus tard. Ça déstabilise tout ce que j'ai prévu, mais il faut qu'on trouve une solution. C'est se réinventer chaque jour. Donc si tu n'as pas un quotient émotionnel assez fort, ne te lance pas dans l'entrepreneuriat. C'est un conseil basique que je donne. On ne va pas savoir ce qu'on traverse chaque jour, mais je pense que chacun devrait déjà mieux se connaître pour se dire, si je me lance, voilà ce que je propose. Et aussi, il y a le système, je ne vais pas vous mentir, le système aujourd'hui ne favorise pas l'entrepreneuriat au Cameroun. On va dire, bon voilà, on aide les jeunes entrepreneurs et tout, mais après, le système, que ce soit le système administratif, le système bancaire, le système commercial, la relation entre les entreprises aussi, ça fragilise beaucoup de PME. Et pour s'en sortir, il faut être vraiment un rock. Finalement, c'est quelque chose de très compliqué. Oui, parce que je vois des gens faire des conférences, 15 000, 20 000, comment te lancer à partir de zéro. Oui, oui. Bon, voilà, chacun cherche son argent comme il peut. Je ne vais pas détruire le business et chacun essaie de faire ce qu'il peut pour pouvoir gagner son pain quotidien. Mais je vous dis, prenez 100 entrepreneurs camerounais dans la tranche d'âge va de 26 ans, parce que 26 ans déjà, tu n'as pas encore fait les classes, 30 ans même à 40 ans. Prenez 100 entrepreneurs, ils vont vous dire ce qu'ils traversent. Ne vous voyez pas rouler dans des voitures, là vous dites, bon voilà, ça va. Il y a le sommeil qui est vraiment troublé parce qu'il y a des engagements, que ce soit bancaire, que ce soit avec des employés, que ce soit avec des contrats que je dois réaliser, que ce soit avec la marge qui ne tient plus sur un contrat que tu as bien établi parce qu'il y a eu un changement de dernière minute qui te permet de ne plus avoir le bénéfice que tu attendais. Mais tu vas, pour l'honneur de ton entreprise, tu vas continuer à faire le travail parce que tu te dis, d'abord, c'est l'image de l'entreprise que je défends, un jour ça va donner. On essaye de tenir juste tant bien que mal dans nos différentes fonctions parce qu'on ne peut plus faire chemin retour. Quelqu'un comme moi, il n'y a pas de plan B. Je vais seulement faire ce que j'ai à faire jusqu'à ce que le résultat s'en suive. Alors, entrepreneur, finalement, être entrepreneur, c'est peut-être aussi choisir une voie compliquée. Comment on gère sa vie de couple? Comment on se projette? Parce que là, vous parliez tout à l'heure de mindset, il faut prendre des décisions à un moment. Est-ce qu'on n'est pas obligé un peu d'avoir le partenaire qui comprend cet état d'esprit? Justement, c'est très très pertinent ta question, Bébel, parce qu'aujourd'hui, si j'avais pas... On observe quand même de nombreux entrepreneurs seuls. Oui, les entrepreneurs sont seuls parce qu'ils sont incompris. Je vous ai dit à l'entame de cette émission, l'entrepreneur seul sait que ça va réussir, mais il ne sait pas comment expliquer. Il ne sait pas comment expliquer. Parfois, vous êtes devant votre banquier et vous dit, dis-moi comment tu vas faire pour rembourser ce crédit. Tu as tous les moyens, mais il n'arrive pas à te croire parce qu'il veut les preuves tangibles et palpables. Si un entrepreneur est incompris par sa compagne déjà, je vous assure, soit ils vont se séparer, soit il va abandonner le projet. Aujourd'hui, je dis merci à ma compagne parce qu'elle me soutient déjà et elle se bat très 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 bien par rapport à son activité parce qu'elle est aussi entrepreneur. Elle comprend les déboires qu'on traverse au quotidien. Parfois, elle me dit souvent, vraiment, tu es fort dans ton histoire là, si c'était moi, j'aurais abandonné. Là, au moins, tu comprends qu'à un certain niveau, il y a certains quotients émotionnels qui ne peuvent pas supporter certaines émotions fortes qu'on ressent au quotidien. Donc, un homme entrepreneur qui est mal accompagné, excusez-moi, il ne va pas aller loin avec la compagne ou avec l'entreprise qu'il est en train de gérer. Parce que soit il va choisir entre sa compagne, il y a plusieurs hommes d'affaires qui ne sont plus avec leur compagne de départ parce qu'ils ne les ont pas accompagnés dans leur challenge. Il y a d'autres hommes qui ont préféré faire vaciller l'entreprise parce qu'il y avait des pressions conjugales qui l'empêchaient d'atteindre son objectif. Par exemple, vous n'allez pas être avec quelqu'un qui ne comprend pas le risque, parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend le risque au quotidien.
et une femme qui a seulement besoin de sa sécurité pour dire, bon voilà, dans tout ce que tu fais là, moi j'ai combien? Ton banquier ne peut pas te poser la même question et à la maison te pose la même question. À un moment donné, tu vas craquer parce que tu es incompris et tu n'auras personne vers qui te tourner. C'est bonjour les deuxièmes bureaux, bonjour les troisièmes bureaux, bonjour, bon voilà, je l'ai juste épousé parce qu'il fallait commencer. Bon, chacun a ses raisons. Donc, si vous voulez entreprendre, entourez-vous déjà des gens qui vous comprennent. Déjà, pourquoi pas une compagne qui peut avoir aussi le sens de la compréhension de ce que vous faites, qui peut vous accompagner, vous soutenir. C'est pas toujours, le soutien n'est pas toujours financier, le soutien est même souvent émotionnel, qui te dit, bon voilà, tu as passé une très mauvaise journée, est-ce que je peux savoir? Il y a des jours où je rentre chez moi, je parle à personne. Et elle me comprend, je ne veux pas parler, les enfants viennent me voir, dès que je me débarbouche, je suis dans ma chambre, je ne parle pas. Ah, mais ça c'est parce qu'elle comprend, sinon une autre vous demanderait, mais pourquoi tu es calme comme ça? On t'a fait quelque chose là-bas? Oui, justement, ces questions ne reviennent plus parce qu'elle a compris. Parce que moi, je suis quelqu'un d'extraverti. Oui. Et quand c'est tellement compliqué, j'essaie un peu de me renfermer pour trouver la solution en moi-même. Parce que parler des situations que je traverse à tout le monde, 90% veulent que ça t'arrive et 10% s'en foutent de ce que tu traverses. Donc la seule personne qui peut résoudre le problème, c'est toi, et trouve les solutions dans ton subconscient intérieur et va de l'avant. Donc je ne veux pas dire aujourd'hui que c'est pas un conseil de se lancer. Est-ce que c'est pas quelque part la faiblesse des hommes? C'est-à-dire que on garde tout pour soi. On garde tout pour soi. On brûle de l'intérieur, mais on ne se confie pas. Mais belle, je suis camerounais. Parce que après, je vais te dire en plus, moi j'ai pas d'amis. Parce qu'on dit être un homme, c'est garder ses émotions, c'est se cacher pour pleurer. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin aussi en tant qu'homme, parfois d'extérioriser ce qu'on vit, ce qu'on traverse, ce qu'on ressent? Ça va rien changer. Ça ne va rien changer, je suis désolé. Tu as une adresse de 30 millions à rembourser à la banque, l'échéance est passée, ton gestionnaire te met la pression, tu vas pleurer, ça va changer quoi? Donne l'argent qu'on te demande. Ce n'est pas les pleurs qui vont changer. Quelqu'un a dit on ne pleure pas. Mon ami Claudel a dit on ne pleure pas. Lui-même, quand il tape poteau, il confirme, il dit bon voilà, gars. Je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Donc c'est un environnement où il faut. Je vais vous dire, je vais employer les mots plus simples. On n'a pas de sentiment dans les affaires. Je suis très vrai avec vous. On peut rire là, madame, on n'a pas de sentiment dans les affaires. Quelqu'un a dit no pitié in business. Pas de pitié. Le résultat doit être ça. Tu as fait un engagement de 50 millions. Monsieur, tu vas rembourser. Pleure, morfonds-toi, fais ce que tu as fait. Tu vas rembourser le montant que tu as signé. C'est clair. Donc, venez me confier. Je prends un exemple. Moi, je n'ai pas d'amis parce que je ne peux pas me confier. J'ai un ami qui est salarié. J'ai des amis qui sont salariés. J'ai presque pas d'amis entrepreneurs. Peut-être qu'ils sont sous moi, je ne sais pas. Je vais venir lui dire que, gars, comme tu vois là, j'avais un business de 80 millions là, mais j'ai seulement 40 millions là. Mais c'est pas je veux dire que tu as 40 millions et tu es encore ici au Cameroun. Oui. Ça dépend aussi du pays. Justement, c'est différent. Je vais venir parler de ça à quelqu'un qui ne comprend pas les affaires. Il va se dire que tu as 40 millions. Gars, mange ça, fuis. Va avec tes enfants au Canada, on va te faire quoi et tout. Tu vas te confier avec quelqu'un qui va te donner ce type de solution? Je ne pense pas. Donc, à un moment donné, c'est mieux de te renfermer et dire, bon, voilà. J'ai signé, c'est un peu comme un pacte. J'ai signé, bon voilà, il faut trouver une solution. Et demain, si vous me voyez continuer, rouler dans voilà, c'est que j'ai trouvé la solution. Et je ne vais pas vous dire que j'ai trouvé la solution. Parce que parfois, lorsque tu vois un ami, tu te confies, c'est dans tous je vais dire ça comment, les groupes d'amis, on connaît à que normal qu'elle a tel problème parce qu'il a eu à se confier à X et Y. Le secret professionnel, vraiment, tu le gardes et tu le résous comme tu peux résoudre. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités de résoudre des problèmes avec des institutions financières. Il y a des accompagnements qu'ils font. Tu expliques à ton banquier. Moi, je ne savais pas ça avant. On apprend chaque jour. Tu expliques à ton banquier. Après, il te dit, bon, voilà, on va rééchelonner le crédit. Voilà comment on va faire pour rembourser. Tu te réinventes avec ce coup de pouce ou cette bouffée d'énergie qu'il te donne. C'est pas en pleurant que tu vas trouver l'importance d'avoir une bonne compagne à ses côtés ou un bon compagnon lorsqu'il s'agit des femmes est primordiale en affaires. On se souvient d'ailleurs à la première saison de cette émission. On va réécouter ce voice et on revient juste après. Bébé la grande de me permettre de m'exprimer ce soir, cet après-midi sur le plateau de ABK Radio. Je vais
longue parce que voilà, je dois vous laisser terminer l'émission. Mais je vais quand même tirer quelques mots à l'honneur de Monsieur Michael Nandon, qui est mon ami, mon papa, mon pote, mon frère, mon mentor et mon mari, voilà, mon époux, le père des enfants, comme on dit généralement chez nous au Cameroun. Donc voilà, Monsieur Michael Nandon, chéri, comme je connais ton parcours et je tiens à te féliciter pour déjà ce que tu as eu à entreprendre jusqu'ici et ce qui arrive encore. Je suis vraiment contente d'être ton épouse et je t'encourage vraiment et je prie pour toi tous les jours pour que tous les projets que tu as en tête et que tu es en train de vouloir mettre encore sur pied, je prie vraiment le Seigneur que tout se passe bien et je t'encourage vraiment à fond. Je suis avec toi, sache toujours, partout où tu seras, partout où tu es, il faut toujours savoir que je suis là. Il faut toujours savoir que je serai là, je suis là et je serai toujours là pour t'encourager dans tout ce que tu vas entreprendre de correct. Je vais profiter de l'occasion pour te dire également quelque chose que tu ne sais pas, c'est que je suis, parfois quand tu es endormi, je me lève, je te regarde et je dis tiens voilà Vanessa, tu as un homme, tu as quelqu'un qui voilà est déterminé, quelqu'un qui peut te défendre, quelqu'un qui voilà sait où il va et sait ce qu'il veut. Je suis souvent très fascinée quand tu as une idée en tête, quand tu as un projet, tu en parles tout le temps jusqu'à ce que tu réalises. Tout le temps mes oreilles chauffent, voilà et tout chérie, il faut ça, chérie, on va faire ci, on va faire ça. Vraiment, c'est quelque chose qui me donne de l'assurance. Je suis très contente de toi. Nous sommes très contents de toi, tes enfants et moi, de t'avoir dans notre vie, dans nos vies. Et je te dis merci également parce que malgré tout, toute ton occupation, malgré tout le temps que tu as pour tes entreprises, tu as toujours eu à avoir le temps pour nous. Tu as toujours pris le temps de te rassurer qu'on ne manque de rien et de te rassurer que tout se passe bien. Dès qu'il y a un petit bobo à la maison ou peu importe où nous soyons, tu as déjà résolu en fait. Et ça, vraiment, c'est difficile pour un entrepreneur. Généralement, les entrepreneurs n'ont pas le temps. Même pour la famille, n'en ont pas. Mais toi, vraiment, ta famille, tes enfants et moi, nous sommes, j'ai envie de dire, ta priorité. Et ça, je te tire un coup de chapeau. Je vais pas tirer vraiment de long à large, mais voilà quoi. Chers téléspectateurs et chers membres du plateau, si je peux dire ça comme ça, vous avez devant vous quelqu'un qui est très déterminé et très bosseur. Donc voilà, j'espère que son histoire qu'il va vous raconter ou bien qu'il a eu à vous raconter déjà ou alors son parcours va vous booster et voilà quoi. Je vais vous laisser et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Portez-vous bien. Bisous. Ce plateau, vous êtes au fil de la conversation sur les antennes de la radio utile et agréable, la 89.9. Je suis Bébé Lagrande et je suis accompagnée de mon invité Michael Nandon, ingénieur HSE et entrepreneur. Alors nous venons d'écouter le voice de votre femme. On l'avait déjà écouté la dernière fois. Alors, quand vous l'entendez, qu'est-ce que vous dites?
Ça reste une continuité. Elle a juste parlé de la personne que je suis. Vraiment, ça fait, je crois, 2 ans déjà, si je ne me trompe pas. Ses propos restent les mêmes, et s'il advenait qu'elle le dise aujourd'hui, je devais dire les mêmes choses, parce qu'on est passé encore un peu plus à un autre cap. C'est un peu ce que j'ai dit dans l'entame des propos. Celui qui a une mauvaise compagne ne réussit pas. À cette époque, quand elle le disait, elle ne s'était pas encore vraiment lancée dans l'entrepreneuriat comme elle est aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vois qu'elle est très poussée et elle va très vite. Je suis très fier, parce que pour moi, il faut toujours avoir une roue de secours. Aujourd'hui, pour mes enfants, pour ma famille, si je ne parviens pas à apporter du pain sur la table, madame peut le faire. Pour moi, c'est une réussite, première réussite déjà, de veiller à l'éducation des enfants. Elle le fait bien. Bon, elle m'accompagne, ça m'allège un peu la tâche parfois. Elle crie un peu, voilà, tu n'as pas fait les devoirs, et X, et bon, voilà. Je lui dis, les coloriages, vraiment, j'en ai plein dans la tête pour venir. Vraiment, occupe-toi de ça, moi je vais le faire quand ils seront un peu plus grands. Parce qu'on essaie de le faire ensemble. Donc c'est la raison pour laquelle je dis, tout entrepreneur a besoin d'un soutien. On ne peut pas évoluer seul. Que ce soit le lobbying, que ce soit les relations, toute recommandation, Bébel. Moi je dis souvent, je suis très humble dans ma dynamique entrepreneuriale, parce que je dis, je connais plusieurs personnes, mais je ne connais pas tout le monde que tu connais. Donc je peux, au sortir de cette émission, avoir une opportunité derrière Bébel, derrière la dame qui est à la mise en onde, Suzanne. Je peux avoir des propositions, alors des opportunités derrière, même mon vigile, pourquoi pas. Donc ne simplifiez jamais la personne qui se place devant vous. Soyez le plus humble possible pour pouvoir tirer le meilleur de la personne qui est en face de vous. Plus vous vous braquez, plus vous créez des barrières, moins vous recevez des ondes positives. Bon, là, c'est notre dynamique à nous, et on continue à avancer tant bien que mal, malgré la situation assez difficile dans l'entrepreneuriat dans lequel nous sommes vraiment imprégnés. Un homme a toujours 2 femmes dans sa vie. Attention, je vais le dire, celle qu'il a épousée et celle qu'elle est devenue. Il faut le dire que votre épouse, quand vous l'avez épousée, n'avait pas encore ce mindset qu'elle a développé aujourd'hui, elle-même entrepreneur. C'est cette transformation qui est intéressante. C'est-à-dire, vous commencez vers le bas, et puis à un moment, il y a cette révélation-là jusqu'à atteindre, moi je ne sais pas, si elle a déjà atteint la transversalité. Non, pas encore. Elle a encore la révélation, elle n'a encore rien fait. Il y a encore beaucoup d'années. D'accord, mais c'est quand même admirable le fait de transformer votre épouse. C'est pour ça que je disais qu'un homme épouse 2 femmes. Un entrepreneur surtout. Oui, un entrepreneur. Oui, cette transformation, je l'ai reçue de mes employés. Oui. Aujourd'hui, moi je suis celui-là, je dis souvent en réunion, mes employés sont en train d'écouter cette émission, j'ai mis dans le groupe de l'entreprise, tout le monde est connecté. Je leur dis souvent en réunion, j'ai trop fréquenté. Et j'ai trop fréquenté pour avoir besoin des gens qui ont trop fréquenté à côté de moi. Je n'ai pas besoin des diplômes. Pour moi, le plus important, c'est le savoir-être. Il y a beaucoup de gars avec qui j'ai commencé, qui sont devenus des hommes. Aujourd'hui, je parle par exemple de mon directeur technique, M. Ansa Sadieu. Sa transformation aujourd'hui, je suis très fier, M. Cédric Foucault à Yaoundé. Ces gars ont accepté la transformation que je les ai inculquée. Aujourd'hui, aujourd'hui, ils sont devenus d'autres personnes parce qu'ils ont accepté cette transformation, ce changement. Moi, je prends des gens qui n'ont même pas de diplôme pour travailler avec eux, et je me constate que ceux qui n'ont pas de diplôme ont un bon fond, comme on dit, un bon savoir-être, que ceux qui ont des masters, et je dis n'importe quoi. Ces gens qui ont accepté de nous accompagner dans cette aventure prouvent que lorsqu'on commence petit, on n'a pas tout le temps dans notre vie cette, mais on fait des bonnes choses dans ce que Dieu nous appelle. Alors, finalement, c'est une vocation, l'entrepreneuriat? Oui, je vais dire, c'est une vocation. Beaucoup se lancent et se transforment dans la masse. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. Toute opportunité n'est pas toujours la bonne. Et il faut savoir saisir ces opportunités quand elles viennent à nous. Je pense que aujourd'hui, ce que je vais dire pour tous ceux qui veulent se lancer, veillez d'abord à vous connaître vous-même. Plus vous vous connaissez, moins vous souffrez. Plus vous vous connaissez, moins vous souffrez en entrepreneuriat. Donc, il faut être honnête envers vous-même. Il y a des gens qui ne sont pas
ils sont perturbés quand ils voient l'argent. Je dis n'importe quoi. Je dis un exemple banal. Et quand il y a un paiement qui arrive sur le compte et qu'il a la possibilité de faire ce qu'il veut avec cet argent, il faut le bordel n'importe où. Donc, c'est cette discipline morale, discipline psychologique, cette patience que chacun doit avoir pour pouvoir développer quelque chose de très grand. Aujourd'hui, on n'atteint pas les sommets juste en claquant des doigts. Il faut commencer quelque part, forger la base, créer une très solide fondation pour atteindre le niveau où on souhaite. Pour ne pas, il faut surtout pas être une génération micro-ondes. Justement, génération micro-ondes, parce que les gens ont besoin du résultat en 2 minutes et après les revers reviennent encore sur le visage et à un moment donné, on se dit, est-ce qu'on a vraiment choisi le bon chemin? Est-ce qu'on est vraiment où il faut être? Je pense que c'est déjà une possibilité de commencer bas et se donner les moyens d'aller plus haut. De retour sur ce plateau, vous êtes au fil de la conversation sur les antennes de la radio utile et agréable. Je suis toujours en compagnie de notre invité du jour, Michael London, ingénieur HSE, mais aussi entrepreneur. Alors, on arrive déjà presque au terme de cette émission, Michael. Vous nous avez briefé, vous nous avez éclairé sur ce qu'est l'entrepreneuriat. Vous avez parlé de révélation, vous avez parlé de confirmation, vous avez parlé de consécration, vous êtes allé plus loin avec la transversalité. Toutes les étapes qu'il faut pour être un vrai entrepreneur ont été dites tout au long de cette émission. Quel est votre mot de fin? Quel est le conseil, peut-être avant d'arriver au mot de fin, le conseil à donner à ces jeunes personnes qui désirent se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, merci déjà Bébel. Comme conseil, honnêtement, oui, il faut se connaître. Il faut résoudre un problème, comme j'ai dit encore, existentiel, apporter une solution à un problème qui existe. Lorsque vous avez résolu ces 2 premières énigmes, vous pouvez dire, ok, j'ai la solution, je veux me lancer en entrepreneuriat. Pour se lancer, il y a plusieurs contextes, ça dépend d'un individu à un autre. Vous n'aurez pas les mêmes chances que votre frère, vous n'aurez pas les mêmes chances que votre ami. Oui. C'est la raison pour laquelle je dis il faut se connaître. Et je dis encore, c'est pas parce que vous êtes populaire dans le monde, je dis pas que si vous êtes choriste, oui, et que vous chantez souvent à l'église, tout le monde vous connaît, et que tous ceux qui viennent à l'église seront vos clients. Commencez à zéro, résolvez un problème existentiel, mettez les moyens, la passion, la vision, la persévérance et le mindset qu'il faut. Vous voyez là, c'est plusieurs ingrédients qui pour faire une bonne sauce. Je ne peux pas donner une solution présentement ou alors un conseil qui va marcher demain pour l'entrepreneuriat. Je vous dis, projetez-vous sur 20 ans. Quand vous vous lancez aujourd'hui, nous sommes le 26, c'est ça? Nous sommes le 27 août. Dites qu'à partir de ce 27 août, prenez un cahier ou un agenda, écrivez cette date et dites que dans 20 ans, je serai X. Et mettez-vous à jour, mettez-vous à fond pour pouvoir atteindre votre objectif. Donc, j'ai donné les détails, chacun doit se situer. Aujourd'hui, Donami se situe dans la confirmation. Nous sommes en train de confirmer, nous sommes en notre phase 7 ans déjà. Nous confirmons. La deuxième phase, la confirmation. Nous sommes à la confirmation, oui. Peu importe les types de travaux qui respectent nos conditions préalables, nous pouvons le réaliser. Nous sommes en notre phase de confirmation. Dites-vous que il y a encore 2 phases qui nous attendent. Donc, on n'a même pas encore réalisé 5% de nos objectifs, mais nous sommes en chemin pour réaliser ce qui reste à venir. Votre mot de fin, nous arrivons presque au terme de cette émission. Oui, mon mot de fin, c'est la citation de cette semaine que j'ai publiée avec mes équipes. On dit souvent, la tortue va très lentement, mais on ne trouve jamais son cadavre dans un feu de brousse. Allez à votre rythme. C'est pour dire simplement que plus vous êtes pressé, moins vous faites ce qu'il faut pour être qui vous êtes. Donc si vous allez posément
lentement, vous trouverez la solution à votre problème qui est devenu celui que vous aurez souhaité. La tortue ne va pas très vite, mais on ne trouve jamais son cadavre dans un feu de brousse. Allez à votre rythme. Merci. Alors, la tortue va très lentement, mais on ne trouve jamais son cadavre dans un feu de brousse. Je retiens ça, je retiens cette phrase. C'est quand même, on va dire quoi, une belle semaine de citations, parce que mon boss me disait il y a quelques jours, Bébel, il faut pas bien faire, hein. Il faut faire au mieux. Oui. Il faut toujours faire au mieux. Et là, je trouve encore une citation qui va dans le même sens. En tout cas, merci Michael Nandon, merci d'avoir répondu présent à cette émission. Merci d'avoir fait briller ce plateau de mille feux une fois de plus. Merci d'avoir été au fil de la conversation. Merci à nos chaleureux auditeurs qui, s'ils m'écoutent en ce moment, cela signifie qu'ils ont été avec nous au fil de la conversation. Merci à Suzanne Lipem qui a assuré à la mise en onde. C'était Bébel Lagrande. Retrouvons-nous très vite pour un nouveau numéro de votre émission Au fil de la conversation. C'est sur les antennes d'ABK Radio. Personnalité, entrepreneur, coach, expert, qui sont-ils réellement ? Entre parcours, vécu, émotions, échecs, défis et gloire, il s'ouvre au fil de la conversation sur ABK Radio, l'instant d'une causerie inédite. Au fil de la conversation, les mystères du corps parlant avec Bébel Lagrande. Sur ABK Radio, tous les mardis et les mercredis entre 14h et 15h.